J'ai souvent décrit la situation imaginaire du garçon de 3 à 7 ans. Il désire, indépendamment du conflit oedipien auquel il peut échapper longtemps en l'absence d'un père par exemple, il désire recevoir et porter un enfant. Il s'agit d'un espoir de parturition anale ou urétrale. Cette conception découle d'un fantasme dipsophile, résultant de biberonnage ou de coït-pénétration perfusante. Ces fantasmes sont élaborés en référence aux comportements techniques coïtaux humains ou animaux observés. Mais ce sont toujours des fantasmes à but de jouissance narcissique. En même temps, ils permettent une apparence d'humanisation parce qu'ils entraînent de mimétisme au comportement de la mère ou du père vis-à-vis de cet objet fétiche, l'enfant présent. Tout cela est un moyen d'échapper à la castration naturelle, qu'est la castration primaire, moyen inhérent à la structure perverse polymorphe de l'enfant. C'est aussi un moyen de ruser par l'imaginaire à l'égard de la castration culturelle ou oedipienne, qui impose la loi sociale du tabou de l'inceste. Note. La castration naturelle, appelée habituellement castration primaire, résulte de la réalité monosexuée et mortelle du corps humain. La castration culturelle n'a de sens structurant que si, auparavant, le sujet a valorisé le géniteur de son sexe au point de vue social, valorisé l'érotisme et valorisé enfin la fécondité humaine. Il y a eu traumatisme pour Paul-Marie, parce que la naissance de sa petite sœur lui octroyait toutes les facilités et autorisations parentales de croire ses vœux imaginaires magiquement réalisés. Sa mère la lui confiait, il pouvait agir en grand frère puissant, et il partageait avec sa maman, le père n'étant jamais là, le lit ainsi que les joies et soucis de la paternité. Elle dit elle-même que sa maturité, sa pseudo-maturité verbale, provient de ce qu'elle a toujours considéré comme son compagnon, à qui elle confiait tout, toutes ses pensées et tous ses soucis. Pour Dominique, pendant ce même temps où son frère aîné se figeait dans des positions structurelles préoediptiennes passives, tout s'est effondré de ce qui faisait son monde et qui assurait sa cohésion. Tout s'est effondré jusqu'aux racines du narcissisme masculin lié à son schéma corporel. À défaut du père peu présent, Paul-Marie était là, mais Paul-Marie ne pouvait être le support d'un pré-moi idéal. La condition nécessaire pour la personne imago de cette instance est qu'elle soit génitalement dynamique et génitalement engendreuse de l'enfant qui vient de naître. Cela veut dire qu'elle doit être dynamique dans son image de corps génital et qu'elle doit être non seulement la compagnie élue de la mère, mais encore éventuellement fécondatrice. En tout cas, perçue non seulement comme complémentaire de la mère, mais comme investie par la loi des prérogatives de maître de séant. Donc Dominique, qui cherchait un support à son identité masculine en structuration, ne trouvait que danger de déstructuration. Au lieu d'un modèle qui le soutienne dans le génie de son sexe et le valorise dans son sexe, il ne trouvait que Paul-Marie, mauvais maître à dynamique. C'est en Bruno, le jeune fils du couple de la tante paternelle et de son oncle Bobby, qu'il essaya de trouver un répondant à son besoin d'un modèle dynamique. Pour survivre, Dominique devait conserver à sa libido une valeur dynamique minimum. Paul-Marie, le modèle rival et complémentaire affectif de la mère, s'était arrêté au phallisme anal. Dominique n'avait plus que le phallisme oral, le jargonnage et le langage corporel de sa relation au monde qui existait avant la naissance de Sylvie. Paul-Marie était célibataire d'option par le fait même de leur jumelage. Jumelage nouveau dans la même chambre. Jumelage dérisoire comparé au jumelage avec la mère. Dominique devint le jeune frère, chose étrangère plein de dépit amoureux incestueux, dans un corps dévalué et dégradé par la régression. Et les jeunes frères Bell étaient morts tous les deux. C'est la petite sœur au sexe sans pénis qui était dès lors la plus valeureuse dans cette famille. Le père pourtant muni d'un pénis, et qui l'avait prouvé en donnant un bébé à sa femme, était tout d'un coup moins important pour la mère que sa relation de dépendance à ce bébé. Moins important aussi, le père le devint pour Dominique, régressé sur ses positions de libido orale, du fait que la mère, avec ses 2 mamelles phalliques, nourrissait ce bébé téteur qui la ravissait. De plus, pour Paul-Marie, Dominique, avec ses réactions d'adaptation à l'épreuve complexe qu'il était en train de vivre, était maintenant une complication dans la vie pratique en famille et dans la vie publique en société. Dominique explicitait, seul par son comportement, la révolution familiale et la modification dynamique du groupe.
Il était celui qui déshonorait les deux lignées par ses pertes d'excréments, par ses révoltes et ses rages, et qui dévalorisait la fonction du frère. Il donnait le mauvais exemple à la petite sœur, et cependant, fait curieux, leur mère continuait à s'intéresser à lui. Il continuait, ce Dominique, à être reconnu pour fils par le père, et il commençait à intéresser la petite sœur. C'était vraiment un gêneur pour Paul-Marie. Par fraternité, comme dit la mère, je croirais plutôt pour tenter de recevoir la salutaire castration par ce biais, Paul-Marie accepta de jouer le rôle de grand frère généreux, trop tolérant. Dominique n'a jamais été à lui-même. Dès sa naissance, il a été handicapé, pourrait-on dire, par son aspect physique, apprécié à un niveau zoologique par la mère, handicapé aussi par la jalousie de son aîné à son égard, jalousie dont, quand il s'agit de Paul-Marie à l'égard de ses puînés, personne ne parle. Dominique a toujours été parasité par sa mère et par son frère aîné, fétichisé par sa mère en tant que réplique de son père à elle et porteur de pénis dont elle avait la propriété, consolation en l'absence du pénis de l'époux. Fétichisé par son frère en tant qu'objet partiel de la mère, à nourrir, à protéger, à prendre comme voyeur de comportements exemplaires. Jusqu'à l'apparition de la sœur, ce n'est qu'en tant que fétiche phallique que Dominique a trouvé valeur, était apprécié par le couple jumeau mère-grand frère. Il a cependant pu avoir l'impression d'être le substitut valeureux du père, soit parce que c'est à partir de sa naissance que le père a pris cette situation bien rémunérée, qui a fait de lui un nomade, soit parce que sa chaleur animale réchauffait la mère. Dominique se refusait moins à aller dans le lit maternel que ne le faisait le grand, trop prude. Il était aussi mis à l'honneur, comme dit Madame Bell, à cause de sa grande gentillesse et de son élocution précocement parfaite. Un petit perroquet qui répétait les phrases de sa mère. Dominique a été aliéné, privé de sa liberté et de son autonomie, malgré des comportements apparemment autonomes, et bien qu'il n'ait pas eu à demander de permission, comme il le souligne lui-même, alors que chez sa grand-mère, il fallait demander des permissions. Il a été l'objet de remplacement du manque pénien de la mère, manque auquel elle n'est pas encore faite. L'habillement de Madame Bell, fort décent, marqué de goût provincial, datant plus de la mode passée de sa jeunesse que de l'époque actuelle, est toujours composé de manière que des accessoires, chapeaux, souliers, gants, sacs à main, ajoutent une note masculine. N'oublions pas qu'avoir en Madame Bell une fille a fait le désespoir de ses deux parents, qui ne désiraient qu'un garçon. Dominique a été le substitut du pénis centrifuge de la mère, pendant que Paul-Marie était l'alter ego, sorte de jumeau de sa mère, compagnon élu de celle-ci, exactement au même titre que le mari, à part les coïts à but fécondateur, dont le père a les prérogatives de droit. Note. J'ai dans mon travail sur la libido et son destin féminin, dans La psychanalyse numéro 7, au PUF 1964, décrit l'envie du pénis centrifuge comme l'objet partiel imaginaire soumis à la castration primaire. L'envie du pénis centripète et désir prégénital féminin d'objet partiel appartenant au père. Les fantasmes qui soutiennent les jeux à la poupée, le fantasme d'un enfant incestueux du père en sont le substitut. Ce désir centripète chez la fille, après la liquidation oedipienne, fait partie intégrante du désir génital pour un partenaire aimé. Le mari, quand il est là, est un homme maternant et considéré par sa femme comme un remède à ses phobies de contacts sociaux. Ma femme est un ours, mais chez nous, c'est la maison du bon Dieu. Ces phobies sont dérivées de la relation mutilée de cette femme à sa mère, qui la rejetait, et à son père, qui l'a méconnue complètement jusqu'à son mariage. À partir de quoi ? C'est son gendre qu'il préféra à sa fille. Prudence contre-oedipienne du père de Madame Bell ? Jusqu'à la naissance de Dominique, Monsieur Bell vivait tous les jours au foyer. Dominique, apparemment bien adapté, ignorait le rôle de fétiche qui était le sien. La révélation lui en vint quand sa mère, après l'avoir abandonné pour mettre au monde un autre semblable supposé, mit au monde un rejeton, plus vrai, plus belle, Sylvie, qui détenait toutes les qualités, tous les pouvoirs. Il put se sentir cédé comme un jouet désaffecté par sa mère, à son frère aîné en passant par la grand-mère paternelle.
Ce qui faisait la règle du jeu avant la naissance de la petite sœur et qui était de parler bien pour être écoutée de maman et aussi de forcer son attention afin de s'interposer entre elle et le grand frère, cette règle du jeu était complètement modifiée. Du jour de la naissance de sa sœur, Dominique a perdu ses références. Il s'est découvert un corps laid en se comparant à sa sœur, pas du tout gagnant en valeur au jeu rival de la passivité sphinctérienne et du mutisme, avec une intelligence nulle en comparaison de son frère et sans amis, sans recours. Ses grands-mères préféraient Paul-Marie. Mais Dominique s'est trouvé embarrassé de son existence pulsionnelle sans valeur reconnue dans son corps et dans son sexe. Il a subi une complète dénarcissisation. Sa propreté sphinctérienne, tout autant que sa vergibération, n'était pas l'effet d'une maîtrise et d'un accès symbolique assumé, mais d'une dépendance mimique au rythme de sa mère, en laquelle il vivait le plaisir anal et le plaisir oral de l'accueil qu'elle leur faisait, accueil pour lui érotisé, mais hélas, pour elle aussi. Sa pseudo-maîtrise sphinctérienne, relative d'ailleurs, était signée de plaisirs réels qui tendaient à devenir incestueux. La loi que Dominique avait rencontrée n'était pas du tout la prohibition de l'inceste, loi sociale. Il n'y avait eu pour lui d'autre interdiction que celle d'être sale et d'être libre, dans le sens où être libre signifie libre de ses rythmes végétatifs, expulsifs, libre de ses mouvements, libre de sa combativité, comme il le dit de sa sœur, de ses va-et-vient à l'école et au jardin, culture et nature. Lui, il ne pouvait que tenir le ballon, alias le sein de sa mère, ou se fantasmer faisant le bébé, c'est-à-dire comme sa mère avec un ballon bébé dans les bras, après l'avoir tenu dans le ventre, tenant un ballon en faisant le tour du jardin, non pas en échangeant avec d'autres ce ballon, mais en le thésaurisant dans ses bras. Nous savons tous que ce mode de jeu du ballon, le prendre pour le garder et ne pouvoir le lâcher, est le mode enfantin du jeu qui caractérise le petit homme des deux sexes avant 3 ans. Il en sort en lançant le ballon à qui il aime, dans un jeu qui est commerce langagier soumis à des règles. À partir du moment où ces phrases perdaient un sens personnel pour Dominique, qui ne se sentait plus être personne pour personne, il ne pouvait plus faire passer dans ces mots l'expression des expériences sensorielles qu'il vivait. Aussi, le coït des parents auquel il avait auditivement et visuellement assisté pouvait-il être interprété comme des jeux de califourchon et d'agacerie à la mère vache. Rappelez-vous les mouches invisibles qui agacent la vache dans les premiers fantasmes. Ou encore des jeux de monte d'animaux comme à la ferme ou des jeux de relations de tuyaux remplisseurs tels le plombier du petit Hans. Mais que lui, il appelait jeu de femme, donner du lait à une femme qui, elle, dans le même moment, allait un bébé. L'effet ballon grossesse, suivi de l'apparition du bébé, ces choses n'avaient pas été voilées verbalement à l'enfant. La mère, qui avait souffert de son ignorance des choses du corps et du sexe jusqu'à son mariage, voulait avoir des enfants sachant, comme elle dit, les réalités de la vie, au lieu de les ignorer. Or, Dominique, s'il avait pu voir ou entendre le coït de ses parents, n'avait pas pu, sans les mots de sa mère, établir une relation entre les sensations qu'il éprouvait à ce spectacle et la joie de la mère d'être la compagne mieux chauffée au lit par son mari que par ses enfants, et d'emporter le fruit valeureux reçu dans le coït fécondateur. Car cela, elle ne l'avait pas dit. Le dire la vérité sur la grossesse et sa physiologie avait été verbalement relié par la mère au cœur de la seule maman, c'est-à-dire déclaré parthénogénétique dans des paroles sibyllines où les corps nus des noirs et les femmes qui sortent le soir et qu'on amène au poste pouvaient être associés. Si le gros ballon du corps maternel a remplacé le chou allégorique des fables et des chansons, l'intervention du père en tant que géniteur aimant ou mari aimé et désiré, cogéniteur d'un enfant conçu par ses deux parents et se développant à l'intérieur des entrailles de la mère, n'avait jamais été évoqué. Si bien que Madame Belle, jouant, comme elle dit dans le comportement social et familial, le rôle du père et de la mère, ces enfants ne voyaient donc pas la différence entre leur père et moi, entre la présence et l'absence de leur père. Du moins, c'est ce qu'elle veut absolument qu'ils pensent. C'est ce qu'il faut avoir l'air de croire pour sécuriser maman. Le petit Dominique est habilité à croire que le fonctionnement créatif humain générateur est privilège des femmes et dû au fait
soit de l'ambiance, soit du fonctionnement de type digestif, oral, anal, soit de la magie d'un personnage invisible ou d'un serpent caché dans le corps végétatif. Note. Voir à ce propos, dans la 9e séance, l'arbre, lui, entre Adam et Ève, et qui lance une boule de neige dans la fenêtre en association à la tentation du démon caché dans l'arbre. Quant à son observation des jeux de corps des parents dans le lit, alors qu'il était éveillé ou endormi et qu'il jalousait la présence de son père, nous savons qu'il rusait alors en obligeant sa mère à venir vers lui et réussissait à la rapter au père. L'enfant peut interpréter les comportements corporels des parents au lit comme des jeux de califourchon ou des jeux d'embrassement, de perfusion, de distribution d'essence, c'est-à-dire des jeux gestuels d'objets partiels, comme il en a avec ceux de son âge, mais non comme des expressions d'amour de personne à personne. La conséquence créatrice, génitrice, n'est alors qu'un cas particulier d'effet de remplissage et non un événement symbolique. Bref, le rôle du père est tout à fait forclos pour Dominique. Ce n'est que par tous les dires qui ont accompagné l'apparition au monde et le développement de la petite fille que Dominique a pu mesurer l'immensité de son impuissance à se faire reconnaître par quiconque comme allant, devenant homme. L'entrée dans une névrose obsessionnelle grave, au moment de la naissance de la sœur, est devenue régression à un état psychotique quand tout espoir d'évolution a été refusé. L'attente de la croissance, qui est le fantasme consolateur de toutes les blessures narcissiques et de toutes les impuissances de l'enfant, quand je serai grand, comme le fantasme du temps à venir et le fantasme consolateur des adultes, quand j'aurai le temps, n'avait plus de sens pour Dominique, puisque d'une part le temps n'avait pas ramené l'oncle, Sylvie, le frère du père, et que, d'autre part, s'éloigner d'elle n'avait pas fait mourir la petite sœur rivale. Bien au contraire, pendant l'absence du garçon, elle avait conquis des armes culturelles, le savoir scolaire valeureux que Dominique, malgré ses efforts, n'arrivait pas à conquérir. Quant à l'espoir de recevoir aide et assistance de son aîné, il n'y fallait pas songer, et à 8 ans, il ne restait plus à Dominique que la dépression anaclitique secondaire, phobique de tout changement. La fuite passive de tous les émois de désir devint la seule conduite économique pour préserver ce qui restait du narcissisme chez Dominique entre 4 et 6 ans, réduit qu'il était aux positions orales, anales et urétrales passives. Pour cette économie fermée sur elle-même, toute rencontre dans le temps et l'espace, si elle était perçue ou reconnue imminente, était fantasmée imminence de mort ou de morcellement en chaîne. Aliéné à son corps squeletto-musculaire propre, après avoir été un fétiche qui depuis avait été remplacé par sa sœur, il échappait alors à toute réalisation motrice volontaire impliquant un sujet dans un corps autonome. Dominique sujet est situé dans un monde paranoïaque passif. Il nie sa séparation du corps de la mère et vit fantasmatiquement incestueux, induit et inclus dans sa mère et dans un univers qui voue à l'immobilisme. Afin de conserver un fonctionnement pénien urétral incontinent, il se fantasme une confuse appartenance aux références spéculaires des corps des mammifères, auxquels il associe les caractéristiques anatomiques péniennes de ses parents. Les vaches en ont 4. Il vit en somnambule. Il nie les références distales, tactiles et oculaires que son corps lui fournit par des perceptions non reconnues valables. Il nie que le concernent les sensations synesthésiques du fonctionnement végétatif de son bassin, les besoins de faim ou l'instinct de conservation. Cette forclusion entraîne la négation du sens de l'observation et la perte du sens des relations existant entre signifié et signifiant. Il semble n'avoir pas perdu la parole. En fait, il ne garde qu'un pouvoir de verbigération, de style masturbatoire, où il jargonne et délire, sans échange avec autrui, sans questions posées, langage tout au plus destiné à produire des effets magiques dans les oreilles d'autrui. Il ignore de plus en plus direction, espace, temps. Non situé dans son corps, il emporte une image fantasmatique abstraite et aussi étrangère à l'homme qu'à l'animal. Il les objective dans ses modelages et ses dessins stéréotypés, avec ce qui lui reste de pouvoir manipulateur, métaphorisé de l'érotique labiale et anale, symbolisation du fait du déplacement de cette érotique sur ses mains,
appendice d'échange de bouche à mamelle ou d'anus à fesses. Quant à son pénis, il a pris sens de tétine. Voir séance 5, où il a modelé une boule prolongée par une tétine et une bande de Möbius. On voit Dominique au début du traitement projetant ses désirs de réussite dans le corps humain d'une fillette, la fille de sa tante paternelle, sa presque jumelle d'âge, laquelle est confusément pour lui sa sœur, la sœur de son père et sa mère à la fois. En échappant à la conscience de son corps sexué, il échappe à la menace de castration primaire, ainsi qu'aux affres du complexe de castration lié à l'attraction et au corps à corps oedipien coupable. Les supports masculins de ces fantasmes sont dévalués, sinon quant à la forme phallique, du moins, quant à la valeur érotique et la valeur éthique érectile et génitale. Tout ce qui se rapporte à l'appareil génital érectile masculin et à son fonctionnement génital spermique est forclos. Il n'y a jamais eu de mot en famille qui ait signifié le sexe. Popo était le seul signifiant de tout bassin, de tout fonctionnement excrémentiel ou sexué des garçons comme des filles. Le seul mot avec pi que Dominique est à son usage concernant le bassin et le sexe de l'homme. Voir à cet égard le sexe confondu avec les seins des femmes, les mamelles des vaches, dans la 5e séance. Si la régression maintenue par la naïve sinon coupable connivence de l'entourage à des manifestations passives orales, anales et urétrales induit Dominique en tant que sujet à porter masque de fantôme, c'est d'un membre fantôme de sa mère qu'il s'agit, disparu sans qu'on sache où, comme le membre fantôme de sa grand-mère paternelle, l'oncle, celui dont on dit Sylvie, disparu au moment de sa naissance. Ce membre fantôme de la mère lui sert de seul repère symbolique. C'est pourquoi il aime, avec un drap, se déguiser en fantôme. La séance qui marque la résolution de l'aliénation aveuglante est celle où il apporte les 3 présentifications de raie fantasmatique, la raie étant à la fois le signifiant de la fente fessière, allégorie de poisse sexuelle et de courant libidinal érogène. Pour poisse, c'est son fantasme du sexe collé à la mère. Il y a la raie à mâchoire active protrusive, celle à mâchoire béante passive, et la plus terrifiante, la 3e, la raie dite bouclée, associée à la sœur aux cheveux ondulés, qui porte au dégoût par ses boutons, les boutons mamellaires et clitoridiens, et qui produit un courant de queue électrique foudroyant, une présence énergétique insolite et mortifère ressentie dans la verge. C'est à cette 5e séance que le sexe forclos de Dominique lui est rendu dans les dires de la séance, laquelle, il n'y a pas de hasard, a apporté à l'analyse sur son initiative, par les dires du frère et de la mère, la compréhension de la structure inconsciente du frère, à idéal du moi homosexuel passif, et de la mère, préoedipienne et froide de corps au lit, cette angoisse phobique de froid justifiant sa fixation pédérastique incestueuse inconsciente à ses propres enfants, substitut de son pénis centrifuge non renoncé, seulement déplacé sur le corps de ses enfants et sur le pénis perfuseur fécond de son mari. Les 6e et 7e séances ont posé le problème de l'idéal du moi par rapport au comportement préoedipien qui s'oriente à la fois vers la négation de la castration primaire et vers l'évitement du conflit oedipien génital lié à l'interdit de l'inceste et à la castration du fruit désiré de l'inceste. Connaître l'échelle des valeurs dans l'ordre phallique, c'est une question d'ordre éthique. La solution économique serait de rester pervers passif. Chacune des questions oblige, si elle ne reçoit pas une solution par la pose de l'Oedipe et l'angoisse de castration génitale, à un compromis dans l'image du corps, compromis d'âge et d'espèce, à une méconnaissance du corps et du lieu érogène électif de l'expression sensée des pulsions sexuelles. C'est avec la 8e séance, datée de mai, que l'on peut voir reconquise l'image du corps humain masculin dans son intégrité et les instances de la personnalité de Dominique, ça, moi, idéal du moi, axé dans des positions oedipiennes progressivement acceptées après une longue hésitation entre l'éthique homosexuelle et l'éthique hétérosexuelle. D'aucuns s'étonneront d'une telle modification dynamique obtenue en un nombre de séances si réduit. J'ai l'expérience de cas semblables dans leur déroulement menés au rythme plus classique de 2 à 3 séances par semaine
Et je dois dire que si par ce rythme le travail est facilité pour le psychanalyste, il n'est pas toujours meilleur, ni plus profond, ni plus rapide dans le temps pour le psychanalysé psychotique. Comme aucun être humain ne ressemble à un autre, il est impossible de juger de la valeur identique de deux techniques. Quant à moi, je préfère, pour sa facilité peut-être, la technique à plusieurs séances par semaine. Il faut dire aussi que, sans l'acquis dû aux psychanalyses menées à ce rythme classique, je n'aurais peut-être pas le même style d'écoute. Or, c'est l'écoute de l'analyste qui, dans la relation transférentielle, appelle le discours véridique à travers les nécessaires résistances transitoires et, à mon avis, ce n'est pas l'interprétation des résistances qui libère le langage véridique, d'autant plus que, je le pense, les résistances sont toujours du côté du psychanalyste, quand celles du patient ne peuvent être surmontées. Dans le cas de Dominique, des conditions sociales, soi-disant pécuniaires, temporelles et géographiques, ont déterminé le rythme maximum acceptable pour la famille. Il était prévu primitivement des séances à quinzaine, mais les intempéries, les petites vacances scolaires, des difficultés matérielles diverses justifiant les résistances des parents, n'ont pas permis à la mère de respecter ce rythme. Les séances étaient au moins d'1 heure, souvent un peu plus, et Dominique s'est montré, après les résistances du début, très coopérant, particulièrement et délibérément concerné par son analyse. Il est probable aussi que la psychothérapie psychanalytique ébauchée à 6 ans a laissé à Dominique et ses parents un transfert négatif sur ce mode de traitement. Cette situation transférentielle intensément émotionnelle a pu se relayer immédiatement sur ma personne, permettant la mobilisation très rapide des pulsions, comme on a pu le voir. Il y a eu aussi l'âge avec la poussée libidinale de la puberté et le déjumelage avec le grand frère qui a modifié le monde extérieur de Dominique à l'avantage d'une psychothérapie réellement psychanalytique, c'est-à-dire de reviviscence des pulsions archaïques dans le transfert et de castration opérationnelle qui permet les sublimations scolaires et sociales. L'avantage incontestable d'une psychothérapie d'échange émotionnel intense mais à rythme espacé, c'est l'importance qui est conférée à chaque séance et son caractère libidinalement très spécifique d'étape, dont le discours et la gestique circonscrivent spectaculairement la question posée, d'elle-même retournée sous toutes ses faces. Le sujet s'y confronte. On peut dire que dans les traitements à rythme espacé de séance, l'évolution ne va ni plus ni moins vite que dans les traitements à rythme de séance fréquente, mais la densité émotionnelle et signifiante de chaque séance est beaucoup plus patente que dans les séances rapprochées. Enfin, un avantage certain est le moindre assujettissement des parents au traitement de l'enfant, donc une moindre accentuation pour le sujet des bénéfices secondaires régressifs de la maladie et du traitement. Une certaine distance est laissée aux parents, une autonomie qu'il leur est loisible à eux d'utiliser aux fins justificatrices de leurs critiques et de leurs résistance. Il est certain qu'un traitement qui implique une assez grande frustration du sujet met beaucoup d'atouts dans le travail du transfert. Cela vaut bien la difficulté accrue pour le psychanalyste qui doit être particulièrement présent à tout ce qui s'exprime, disponible à entendre ce qu'il ne comprend pas et à le retenir, à percevoir vite et accepter, en comprenant la valeur positive pulsionnelle, les expressions de résistance. Quant à l'interprétation ou à l'intervention à valeur interprétative, elle paraît nécessaire à peu près à chaque séance, alors que dans les traitements à rythme fréquent, elle est généralement plus rare. L'inutilité de l'intervention à chaque séance provenant alors d'une part de ce que le sujet a le temps, n'étant pas sous la pression des pulsions inconscientes comme dans les séances espacées, de développer les articulations entre ces associations et d'en saisir préconsciemment et souvent consciemment, d'en saisir seules les résonances transférentielles en les ramenant à leur origine. D'autre part, les points nodaux des conflits sont abordés en général selon un tempo beaucoup plus lent.